Donc, me voici en compagnie de M. Dominique Ouellette, propriétaire du Chenil de l'Aile Bleue. Donc, bonjour, M. Ouellette. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Donc, vous, le Chenil de l'Aile Bleue est né en 1998. Est-ce que vous pourriez me raconter comment est né le Chenil de l'Aile Bleue? C'est né d'une passion avec les chiens et la chasse. En 98, on avait déjà 2 chiens. On regardait pour avoir un 3e chien, puis on trouvait pas d'éleveur qui correspondait à ce qu'on cherchait, puis qui produisait le chien qu'on voulait avoir. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de se lancer dans l'aventure, puis de commencer à élever une première portée. Parfait, super. Puis le nom de Chenil de l'Aile Bleue, je pense qu'il y a une petite anecdote qui est reliée à ce nom-là en particulier. Oui, en 95, avec mon tout premier chien rapporteur, à l'ouverture de la chasse, le premier canard que le chien a rapporté, c'est une sarcelle à aile bleue. OK. C'est un oiseau qui est assez commun, mais qui n'est pas très, très longtemps avec nous à l'ouverture de la chasse. Normalement, on a la chance d'en récolter les 2 premières journées de la chasse. Après ça, ils sont déjà partis. C'est une espèce qui va migrer très tôt, puis c'est un oiseau qui est magnifique. OK, d'accord. Donc, vous êtes passionné de la chasse, puis je crois aussi que vos chiens, vous leur faites suivre un plan au niveau de l'entraînement et de l'éducation. Oui, il y a certains de nos chiens qui vont suivre un programme d'entraînement pour pouvoir chasser. OK. Normalement, on va en préparer un à tous les années. Ce chien-là va faire une saison de chasse avec nous à l'automne. Puis par la suite, il va aller pour la reproduction ou il va être revendu comme chien déjà démarré. OK, d'accord. Puis au niveau de l'élevage, selon vous, c'est quoi les grandes qualités d'un éleveur? Faut être passionné. Si l'éleveur n'est pas passionné, on n'ira pas loin avec ça. Ça prend vraiment une passion parce que le temps versus ce que ça rapporte, c'est incroyable la différence entre les deux. Ça prend vraiment beaucoup de temps, puis il faut être vraiment prêt à travailler plus que un simple 40 heures semaine. OK. Il y a un gros investissement de temps derrière tout ça. Oui, c'est énorme. D'accord. Puis est-ce que vous pourriez un peu me raconter le quotidien? Parce que des fois, on adopte un petit chien et on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière la simple naissance de ce petit chiot-là. Donc, le quotidien, quand on fait de l'élevage canine, ça peut ressembler à quoi? Je vous dirais, tous les matins, ça commence très tôt. Assez rarement, ça va commencer plus tard que 7 heures. OK. Ça va être la première sortie, la sortie matinale. On va sortir tout le monde, s'assurer que tout le monde fasse des besoins. Ensuite, on va nourrir tout le monde. Une fois que tout le monde est nourri, on va prendre une pause pour nettoyer le chenil, s'assurer que tous les enclos sont propres et que les chiens sont bien. Ensuite, ça va être les périodes d'entraînement ou les périodes de jeu. Soit qu'on va aller courir au champ, au lac, ou l'hiver, on va aller faire de la raquette. Ça va être une période de jeu qui va durer de 1 à 2 heures le matin. Une fois que cette période-là est faite, on va laisser les chiens tranquilles pour qu'ils se reposent, qu'ils aient le temps de socialiser entre eux. Ils vont retourner dans les enclos au chenil. Après le dîner, il va y avoir une autre sortie, qui va être une sortie pipi, puis boire de l'eau, faire de l'exercice un petit peu, se dégourdir. On va avoir une autre sortie après le souper, qui va être un peu la même chose que celle du dîner. Ensuite, si on a de l'entraînement à faire, l'entraînement va se faire en soirée. On ne fait jamais d'entraînement l'après-midi, l'été, à cause des chaleurs qui sont trop grandes pour éviter les coups de chaleur. OK. Puis, on va avoir une dernière sortie, souvent après le bulletin de nouvelles, là, à 10h30, la sortie pipi avant la nuit, OK. pour éviter que le chenil soit trop sale le lendemain matin. Fait que, en faisant ça, on minimise les dégâts dans le chenil le lendemain, puis les chiens, ça leur fait une petite sortie nocturne. Exactement. Ils vont faire un dernier besoin avant de se coucher. Puis ils vont bien dormir. Oui. Parfait. Puis quand un candidat se présente à vous pour adopter un de vos chiens, comment est-ce que vous pouvez voir aux premiers abords que ça pourrait être un bon candidat à l'adoption? Je vous dirais, la première chose, quand on part de la maison, on l'amène au chenil. Exactement. Il y a quand même une petite marche à faire. Si le candidat n'est pas capable de faire la petite marche, ça nous donne une bonne idée. Comme c'est un chien énergique, c'est un chien qui va demander à bouger. Ça prend des gens qui sont en forme. Souvent, les meilleurs candidats qu'on va avoir, c'est les candidats qui veulent faire un chien de chasse, qui veulent chasser, ou les familles, les jeunes familles qui font du plein air ou qui ont un chalet ou qui vont bouger avec le chien.
c'est souvent le type de candidat puis le type de famille qu'on va rechercher. D'accord. Fait que ça veut dire que tantôt, j'ai passé le test. Oui, Le premier, du moins. Oui, on s'est rendu au chenil, puis on a pu marcher d'un bon pas. Bon, parfait. Alors, j'aimerais ça si on pouvait présenter la race, parce que des fois, je me rends compte qu'on pense bien connaître une race, mais il y a des petits détails qu'on ne connaît pas des fois. Donc, au niveau des caractéristiques physiques typiques du Labrador, qu'est-ce qu'on retrouve? Premièrement, c'est la grandeur et le poids. OK. C'est un chien qui va mesurer de 21 pouces et demi à 23 pouces et demi de hauteur au garrot pour une femelle, 1 pouce de plus pour le mâle, qui va avoir un poids entre 55 et 70 livres pour les femelles. On va ajouter 5 livres pour les mâles. Il vient en 3 couleurs, le noir, le jaune, le chocolat. Dans le jaune, la teinte va être de jaune très clair à jaune très foncé, ce qu'on appelle le Red Fox. OK. Mais en réalité, la couleur type, c'est jaune. OK. Ça va être un chien qui va avoir une tête bien définie, ce qu'on appelle en anglais blocky head, une tête qui va être coupée assez carrée. OK. Ce qu'on veut pas avoir, c'est une tête trop effilée, des oreilles qui sont trop grandes. On va avoir des oreilles qui ont un rapport d'oreille-tête raisonnable. Bien proportionné. Exact. OK. On veut un poil qui va être ni long ni court, mais qui ne frise pas, OK. puis qui est très dense, accompagné d'un sous-poil. OK. Parce qu'un chien d'eau, c'est un chien de chasse, c'est un chien qu'on va faire travailler en eau froide. Donc, ça prend un bon manteau. Souvent, c'est une des caractéristiques là, qui fait défaut chez les labradors de chasse. C'est des chiens qui ont pas beaucoup de côtes, qu'on appelle, qui ont un sous-poil très peu abondant, puis le poil de garde qui va être très court. Ensuite, on veut un pied qui n'est pas ce qu'on appelle le pied de poule. On veut pas un pied que les doigts avant sont beaucoup plus longs que les doigts latérales. OK. Donc, on veut un pied qui va être rond. OK. Ça va éviter des blessures. Ça va faire un chien aussi, c'est plus beau. Puis ça va faire un chien qui va avoir plus de contrôle quand il va être à la course. OK. On veut une queue qui va être droite par rapport au corps. Donc, la queue qui va être linéaire avec le dos, qui va être un peu comme une queue de loutre. OK. Ça fait pas mal de tour. OK. Puis les grandes forces de cette race-là? C'est un chien qui est très malléable, c'est un chien qui est facile à dresser, c'est un chien qui veut plaire à son maître, qui veut plaire à l'humain. Puis ça, c'est une des plus grandes qualités du Labrador parce que c'est ça qui fait que ce chien-là a été utilisé dans toutes sortes de situations puis d'utilisation, pas juste la chasse. On pense la recherche aux douanes, la recherche d'explosifs, la recherche d'argent. Ça peut être des munitions. Ils peuvent chercher aux douanes, ils leur font faire une panoplie de choses. Il va faire de la recherche aussi pour les mines. Il va faire de la recherche et sauvetage en forêt. Puis ce que j'ai vu faire puis que je croyais pas, ils vont même faire de la recherche pour des gens qui sont noyés. OK. Ah oui, OK. Oui. En plus de tout ça, ils vont être capables de faire des chiens d'assistance pour des gens qui sont non-voyants ou des gens qui ont des problèmes d'anxiété ou des problèmes autres, des enfants autistes. Ça fait des bons Donc, c'est un chien qui est extrêmement versatile de par le fait que ce chien-là veut plaire à son maître, veut plaire à l'humain. OK. C'est vraiment sa belle qualité. C'est la grosse qualité de ce chien-là. Exactement. Puis, à l'inverse, il y avait des petits points à travailler ou un petit quelque chose qu'on dirait... Les défauts, c'est les défauts de ses qualités, dans le fond. C'est que c'est un chien qui est énergique. Donc, en étant énergique, il y a des gens, ils n'ont pas le temps de le faire bouger assez, mais ils vont quand même en acheter un parce qu'ils veulent avoir ce chien-là. Puis quand le chien manque de temps, ben là, c'est là que le chien va commencer à faire des petits mauvais coups, il va commencer à gruger des petites choses, il va commencer par s'attaquer souvent à une paire de souliers ou ça va se refléter dans le comportement. Exact. Puis ça, c'est pas parce que le chien est mauvais, c'est parce que c'est le maître qui a pas assez fait bouger le chien. Exactement. Puis je pense que ça revient souvent. Il n'existe pas de mauvais chien. Souvent, quand il y a une problématique avec un chien, c'est souvent parce qu'il y a un petit manque chez le maître. Pas de mauvais chiens, que des mauvais maîtres. Exactement, exactement. Puis, au niveau de l'adoption, si on parle en termes de frais, ça coûte combien adopter un Labrador? Présentement, nous, on est à 2 000 $. Parfait. Ça se reflète, le prix se reflète de par toutes les augmentations qu'on a eues dans les 3 dernières années avec la COVID. Je vous dirais, les frais de production ont explosé.
C'est complètement fou, là. C'est passé du simple au double dans plusieurs domaines. Exactement. Donc, ça m'amène la question aussi, les fameux frais de vétérinaire. Donc, on sait qu'il y a eu une explosion de ce côté-là aussi. Les coûts sont mirobolants. Donc, c'est quoi l'impact que ça a chez vous, les éleveurs, puis aussi chez les gens qui ont des animaux, les propriétaires d'animaux? La première chose, c'est ça se reflète dans le prix. On n'a pas le choix. Ça fait qu'il y a des gens qui voudraient acheter des chiens de race qui, aujourd'hui, ne sont plus capables ou sont moins capables. Ces gens-là vont se retourner vers des chiens qui sont des chiens non testés, qui viennent de un peu partout, qui viennent de refuge ou qui viennent de chez monsieur, madame, tout le monde, qui ont accouplé le chien parce que ça leur tentait. Ils vont se ramasser avec des problèmes de santé puis des frais vétérinaires qui sont énormes. Pour nous, ce que ça a, c'est que ça devient de plus en plus difficile d'être compétitif dans le marché puis d'avoir un chien qui va avoir un prix raisonnable. Exactement. Puis ça m'amène une autre question aussi. Quand vous dites chez monsieur, madame, tout le monde, c'est au niveau de la reproduction. Vous, quand vous vendez votre chien, est-ce que dans votre contrat, c'est écrit un... Hey, attends un petit peu, je vais juste... Tu couperas ce bout-là, là, je l'ai comme mangé la question. C'est habituellement dans un contrat, un droit de non-reproduction, oui. Mais dans le fond, où ce que je voulais en arriver, tu couperas ce bout-là, c'est au fait que des fois, les gens respectent pas ce côté-là, puis c'est quoi les conséquences un peu que ça a là, sur la race, comme vous parliez, on se ramasse avec des chiens qui ont plus de problématiques de santé. Je dirais que les éleveurs sérieux, tous les éleveurs sérieux vont avoir une clause de non-reproduction dans leur contrat. Malheureusement, la clause de non-reproduction, c'est le Club canin canadien qui en est le titulaire, puis c'est lui qui va s'organiser pour la faire respecter. Malheureusement, ils ne s'occupent pas de ça. Ils ont bien d'autres chats à fouetter, puis le Club canin canadien, c'est un organisme qui, malgré beaucoup d'efforts de restructuration puis de travail pour essayer de remettre le club sur les rails, parce que le club était en difficulté financière là, à la fin des années 2010, ils voudraient s'en occuper, mais ils peuvent pas le faire. Donc, les éleveurs qui sont plus éthiques, qui sont plus... qui veulent aller un peu plus loin, puis qui veulent vraiment faire respecter les clauses de non-reproduction, font un peu comme ce qu'on fait. On met une clause de stérilisation obligatoire. C'est une clause qu'on voit de plus en plus. Les éleveurs sérieux vont la mettre, puis ils vont s'arranger pour la respecter. Comme nous, on demande d'avoir le certificat de stérilisation. Idéalement, on va le demander que le chien soit stérilisé tout juste avant la maturité sexuelle. Pourquoi on va le demander? Pourquoi on demande ça? Puis pourquoi on ne laisse pas aller une première chaleur ou que le chien devienne mature sexuellement? C'est que si on laisse aller le chien mature sexuellement, le chien va développer des comportements liés à la sexualité. Okay.